Salut les investisseurs, dans cette vidéo, je vous propose un petit exercice pratique pour savoir s'il est préférable d'acheter sa résidence principale ou de rester locataire. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, on commence tout de suite avec ce petit exercice. Donc là, je me suis rendu sur la calculatrice de crédit immobilier de meilleur taux. Je vous donne les hypothèses de cet exercice. On est sur l'achat d'une propriété qui vaut 200 000 € à Paris, donc ça va pas être bien grand évidemment à ce prix-là, ça va être, on va dire, un studio de 20 mètres carrés. L'hypothèse c'est qu'on emprunte 200 000 €, qu'on va s'endetter sur 20 ans. J'ai laissé le taux d'intérêt par défaut, donc je pense que c'est le taux d'intérêt moyen que constate meilleur taux, à 3,46%. On est sur une assurance de 0,34%. Là pareil, j'ai laissé le taux par défaut fixé par meilleur taux, et meilleur taux nous calcule une mensualité de crédit de 1212 €. Ici, on a le coût total du crédit. On voit qu'on aura un crédit qui nous coûtera sur la période, donc on est sur 20 ans, il coûtera 90 000 € ce crédit. Donc on va acheter un appartement qu'on paiera 300 000 € alors qu'il ne vaut que 200 000 €. J'arrondis, évidemment. Je vous propose maintenant de vous rendre sur ce tableur Excel pour calculer s'il est préférable de rester propriétaire à Paris, d'être propriétaire à Paris ou de rester locataire de son petit studio de 20 mètres carrés. Je remets ici les hypothèses que nous ont calculé meilleur taux, et ici je vous mets les différents coûts de la propriété contre les coûts de la location. Alors, quand on va faire son crédit, la banque va nous demander 20% d'apport. C'est la norme maintenant. Donc sur 200 000 €, ça nous donne 60 000 € d'apport. On doit payer 7% de frais de notaire, ou alors c'est plutôt des droits de mutation à titre onéreux, mais on appelle ça communément des frais de notaire. Donc ça nous donne 74 000 € de coût initial pour accéder à la propriété. Dans les hypothèses que j'ai prises, j'ai un peu simplifié côté propriétaire, j'ai un peu été optimiste côté propriétaire. En effet, j'ai calculé un coût annualisé de la propriété en prenant une taxe foncière de 9,22 € du mètre carré, c'est l'information que j'ai trouvée sur internet, des charges de 1 000 € par an, un entretien de 100 € par an. Bon, on va dire que c'est l'entretien supplémentaire qu'aurait à supporter un propriétaire contre un locataire. Bon, c'est optimiste aussi à mon avis. Et les intérêts à payer à la banque qui sont des intérêts fixes. Là où je suis optimiste, c'est que je ne rajoute pas l'inflation à ces coûts. Alors on sait très bien que les coûts sont en augmentation. Ça nous donne 16 000 € à peu près de coût de la propriété annualisé. Maintenant, je mets en face un locataire. J'ai mis un loyer de 40 € du mètre carré, ce qui nous donne, donc ça nous donne 800 € par mois, et ça nous donne 9 600 € par an de coût du loyer, mais pour le coup, je tiens compte de l'augmentation de 3% des loyers par an, ce qui me semble être raisonnable, vu qu'on a un encadrement des loyers qui est en place, donc c'est même peut-être un peu trop. Ce qui nous donne donc un coût annulé de 9 600 € contre, on va dire, 16 000 € pour le propriétaire. Ce qu'on va se dire maintenant, c'est que notre locataire, il n'est pas non plus complètement débile, et il sait qu'il doit épargner pour sa retraite et qu'il doit investir. Donc il aura un capital de départ de 74 000 €, ça correspond au coût initial de propriété, que lui, il n'aura pas à débourser, et donc on va dire qu'il les a dans sa poche pour pouvoir les investir. Ça c'est pour faire la comparaison, pour qu'elle soit juste cette comparaison. On va calculer aussi un différentiel de coût de location contre coût de propriété, et ce différentiel-là, on va pouvoir l'investir. Donc l'année 0, il a 6 228 €. Les années suivantes, cet apport annuel, il va être grignoté par les augmentations de loyer. Bon, on sait que ce différentiel, est-ce qu'il va rester? Normalement, il devrait en fait rester stable, puisque les coûts de la propriété augmentent également. Mais disons qu'ils n'augmentent pas pour le propriétaire, et disons qu'ils augmentent pour le locataire. Donc là, je suis pessimiste pour le locataire, à nouveau. Ici, je vous ai calculé l'évolution du capital de chacun à la fin du crédit. Donc, le propriétaire, à la fin de son crédit, lui, il a une propriété. Je ne considère, autre élément important, je ne considère pas que l'immobilier va monter sur 20 ans.
En effet, on est sur un marché baissier et je pense qu'il est durablement baissier. Alors, parce que l'offre va être supérieure à la demande, puisque on a une démographie qui fait que la population va baisser en France. À moins qu'on ait un déluge d'immigration, ce qui me semble peu probable vu les circonstances actuelles. Je pense même que l'immigration va diminuer en Europe. Donc, on va se retrouver avec plus d'immobilier que de demande d'immobilier, ce qui va faire baisser les prix. Je prends l'hypothèse donc que l'immobilier français sur 20 ans va rester à zéro. En tout cas, l'immobilier parisien. Vous pouvez me dire en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec cette analyse. Je suis prêt à en discuter avec vous. Alors, on calcule donc que le propriétaire, à la fin de la période de détention, il aura un immobilier qui vaut 200 000 euros, qu'il aura payé, on l'a vu, 290 000 euros. Ça, c'est dit en passant, hein, mais bon, ça change rien. Il aura son immobilier qui vaudra 200 000 euros à la fin. Le locataire, lui, il aura, on le calcule ici, 278 000 euros de capital. Alors, comment ça se passe? Eh bien, on a les 74 000 euros initiaux qu'on place à 5%. Alors, j'ai pas précisé, hein, mon rendement que je fixe pour ce calcul, pour cet exercice, c'est 5%. C'est vraiment pas très élevé. On sait que le S&P 500, par exemple, c'est du 10% par an. Le CAC 40 dividende réinvesti, ça doit être du 8% par an. Ou en ETF World, ça doit être du 8% par an. Donc, là, on peut dire que c'est un investisseur prudent qui investit, on va dire, 50% obligations, 50% ETF, actions. Donc, ça lui donne du 5% par an. Bien sûr, ça sera jamais régulier comme ça dans les calculs, mais on prend l'hypothèse que à la fin, de toute façon, on aura nos 5% annualisés. Ce calcul, on prend les 74 000 euros initiaux, on applique les 5% de rendement, on prend aussi le différentiel entre coût de propriété et coût de location diminué de l'augmentation des loyers, et on lui applique aussi un taux de 5%, puisque c'est le rendement de l'investissement. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le différentiel ici, il diminue bien à chaque fois, puisque on augmente le loyer, mais le coût de la propriété n'augmente pas. Ce qui est un peu faux d'ailleurs dans le calcul, mais ça simplifie et c'est pessimiste pour le locataire. Donc ce qu'on voit, c'est que chaque année, le capital du locataire augmente, alors qu'il a pas de dette du tout, hein, contrairement au propriétaire qui lui a de la dette. Donc le locataire, lui, il pourrait éventuellement placer plus que ce différentiel, puisqu'il n'a pas de dette, mais disons qu'il ne place que ce différentiel. On se retrouve à la fin à 280 000 euros. Résultat des courses. Le propriétaire, il aura payé son appartement 50% de plus que ce qui vaut. Il aura été immobile pendant 20 ans, alors que le locataire, lui, il n'aura pas de coût d'opportunité puisqu'il pourra déménager pour saisir des éventuelles opportunités professionnelles, et il aura un capital de 280 000 euros à la fin. Précision que j'ajoute, le propriétaire, lui, ce qui se passe dans la réalité, c'est qu'il va être mobile et qu'il va changer d'appartement. Et ce qui se passe en général, c'est que les propriétaires ne vont pas au terme de leur crédit et repayent du coup les frais de notaire. Et repayent également l'apport, mais donc ça on va dire que comme ils revendent leur appartement, ils le revendent on va dire à prix coûtant dans les hypothèses, eh bien ils vont quand même perdre les frais de notaire. Ça on les paye à chaque fois. Donc ce qui se passe, c'est que en fait, être propriétaire dans une ville comme Paris, par exemple, qui est très cher comparé à la location, eh bien, c'est absolument pas rentable et ça vous coupe d'opportunités et vous êtes immobile. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette hypothèse, de cette analyse et de mes hypothèses. Est-ce que vous pensez qu'il y a des villes où c'est quand même plus intéressant d'être propriétaire que locataire? Et si cette analyse vous a plu, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.